Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en train de vraiment assiéger les kiosques là, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une foire d'emploi. C'est d'abord une foire d'emploi, donc c'est l'occasion pour vous d'aller parler aux employeurs. Aujourd'hui, on se concentre sur le secteur de l'éducation, bien qu'il y a des postes réglementés là-dedans qui sont les enseignants, mais il y a beaucoup d'autres postes qui ne demandent aucune accréditation, aucune certification et qui demandent juste votre compétence et puis votre passion et intérêt à cheminer professionnellement dans ce secteur-là. Alors, c'est vrai que ces employeurs sont là. Les plus gros employeurs dans le secteur de l'éducation, c'est bien sûr les conseils scolaires parce que chaque conseil scolaire gère des dizaines d'écoles, ce qui donne une énorme opportunité en termes d'emploi parce que chaque école, si on regarde seulement combien de postes sont disponibles dans chaque école, ça va vraiment des personnes qui nettoient, à des personnes qui font des réparations, des gens qui font de la cuisine, jusqu'à des secrétaires, des enseignants, des professeurs de sport et toutes sortes de choses, des conseillers pédagogiques, des psychologues, ainsi de suite, des travailleurs sociaux. Donc, c'est beaucoup de postes qui sont disponibles, qui peuvent peut-être vous intéresser, vous ou des personnes que vous connaissez. Alors, dans ce programme, ce qu'on essaie de faire chaque mois, c'est essayer de se concentrer sur un secteur spécifique. Parce que, après avoir fait plusieurs foires d'emploi pendant des années, qui étaient des foires générales, on se rend compte qu'il y a peut-être certains secteurs ou certains métiers qui n'ont pas une occasion particulière, une attention particulière. Alors, c'est là qu'on a changé un petit peu de modèle et d'essayer de se concentrer dans des secteurs spécifiques pour s'assurer qu'on donne le maximum d'informations possibles et qu'on connecte les personnes qui sont à la recherche d'emploi ou qui s'intéressent à ce secteur-là, de pouvoir avoir l'information qu'il leur faut pour pouvoir percer ce secteur professionnel. Alors aujourd'hui, on est dans l'éducation. On a une première présentation parce que c'est une foire d'emploi, oui, il y a les employeurs qui sont là. Allez les visiter dans leur kiosque, parler leur, poser toutes sortes de questions sur les institutions qui dirigent, sur la culture de l'entreprise, comment ça se passe, les relations de travail, parce que c'est souvent ça l'occasion dans une foire. C'est pas juste de dire je veux du travail, mais c'est aussi de pouvoir vous renseigner sur votre futur employeur, de savoir c'est quoi la politique, comment il gère telle ou telle chose, les bonnes questions qu'il y avait là tout à l'heure, qui est si on veut juste enseigner le français, on a besoin de passer à travers tout le processus, ou si on veut juste enseigner l'économie, est-ce qu'on doit aussi se soumettre à tout le processus d'accréditation, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est souvent ça le but vraiment d'une foire d'emploi, de pouvoir vous exposer à un employeur pour que vous ayez l'occasion de lui poser toutes les questions que vous posez tout seul à la maison. Et c'est vraiment une plateforme intéressante parce que habituellement, les gens attendent juste qu'il y ait une offre d'emploi qui soit affichée pour répondre à cette offre d'emploi. Et là, vous êtes en compétition avec tout le monde. Hein, on ne sait, tu ne sais pas du tout qu'est-ce qui peut t'avantager ou pas. Alors que dans une fois, c'est l'occasion de leur parler. Parfois, pas au moment où ils sont en train d'embaucher ou parfois aussi, il n'y a que 10% des postes disponibles qui sont affichés. Parfois, 90% des postes ne sont même pas affichés. Donc, quand ils sont là, ils n'amènent pas tout parce qu'ils ne savent pas ce que les gens cherchent. Généralement, ils essayent d'amener les postes qui sont par rapport au public d'une foire particulière ou d'un événement particulier. Donc, si vous êtes là, c'est l'occasion pour vous, en fait, de discuter avec eux, de voir si ce que vous cherchez, ils l'ont, et ou sinon, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir gagner leur attention, gagner leur intérêt, essayer de voir d'autres personnes qui ont travaillé dans le domaine,
qui travaillent déjà chez eux, est-ce qu'ils étaient un petit peu comme vous ou est-ce qu'ils étaient différents? Généralement, ça vous permet de savoir comment vous positionnez par rapport ou s'il vous manque des choses, comment vous pouvez aller les chercher rapidement, ou vous êtes prêt, ou même, est-ce que c'est vraiment l'employeur où vous voulez être, où vous voulez aller? Il y a d'autres choses, parce que c'est aussi vraiment toutes ces choses-là que une foire vous permet d'évaluer. Et aujourd'hui, avec le COVID, ça nous a amené dans le système virtuel. Et donc, dans les foires virtuelles, ça permet une connexion, ce qui n'est pas mauvais parce que ça vous donne accès vraiment à toute l'information. Donc, dans les kiosques, vous avez les noms, vous avez les emails, vous avez les sites Internet, vous avez les vidéos de ces employeurs-là, mais vous avez aussi la possibilité de vous connecter directement à ces employeurs et de pouvoir discuter avec eux. Vous pouvez aussi utiliser le chat que vous avez ici pour poser vos questions. Ils les voient, hein? Ils les voient et puis il y a quelqu'un qui va les canaliser pour pour que vous ayez les réponses. Alors, pour combler tout l'ensemble, on pense aussi que c'est très important pour vous d'avoir l'information surtout pour ces postes réglementés, ces métiers réglementés, comment vous pouvez accéder à ces professions, puisqu'il y a un processus légal qui est mis en place, il y a un processus professionnel et donc pouvoir avoir l'information. Alors, on a avec nous aujourd'hui Stéphane Horace qui nous vient de l'Ordre des enseignants et enseignantes de l'Ontario pour pouvoir vraiment vous donner l'information sur comment vous pouvez accéder à la profession d'enseignant ici en Ontario. C'est quoi la réglementation? C'est quoi le processus? Qu'est-ce qu'il vous faut en termes de qualification? Et vous avez l'occasion de lui poser des questions, utiliser le chat pour pouvoir lui poser toutes les questions que vous avez, que ce soit vos propres questions ou des questions que d'autres personnes ont pour vous. Et donc de pouvoir poser toutes ces questions-là en utilisant le chat. Alors, est-ce qu'elle est là, Stéphane? Stéphane, es-tu là? Oui, j'y suis, Rose OK. Cathy. Oui. Alors, si tu es prête, tu peux reprendre la présentation et comme ça, on va à la présentation, la deuxième présentation sur l'accès aux professions d'enseignants en Ontario. Ça va vous permettre d'avoir toute l'information. Et s'il vous plaît, posez toutes les questions que vous avez. N'hésitez pas. Ne partez pas aujourd'hui avec une question, vous n'avez pas besoin de parler, hein, vous pouvez juste l'écrire. Personne ne vous juge, mais c'est l'occasion. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions intelligentes, il n'y a que vos questions. Et quoi de mieux, parce que c'est pas tous les jours que vous avez Stéphane à votre disposition. Si elle est là aujourd'hui, c'est l'occasion de pouvoir avoir toute l'information qu'il vous faut ou toute l'information qui vous manque pour vous permettre de prendre les décisions qu'il faut pour percer cette profession. Alors, sans plus tarder, j'introduis Stéphane Horace, qui est agent des relations extérieures à l'Ordre des enseignants et enseignantes de l'Ontario. Et elle nous vient aussi du Ontario College of Teachers. Et alors, Stéphane, c'est à toi. Merci, Rose Cathy. Donc, bonjour tout le monde. Bien, merci de m'avoir présenté, Rose Cathy. Oui, je m'appelle Stéphane Horace. Je travaille à l'Ordre des enseignants et des enseignantes de l'Ontario en tant que agent des relations extérieures. Et j'ai aussi ma collègue Lise Dufour qui sera là, qui est là aussi. Donc, je vais animer la session tandis que Lise elle surveille le chat et va vous répondre sur le chat et aussi animer la session de questions à la fin de la présentation. Donc, Lise, je te cède la parole pour pouvoir te présenter. Merci Stéphane. Donc, c'est ça, je m'appelle Lise Dufour, je suis la coordonnatrice des relations extérieures pour l'Ordre des enseignantes et enseignants.
de l'Ontario. Comme Stéphane a dit, je vais surveiller le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On va faire une session de questions-répondre à la fin de la présentation de Stéphane. Donc, s'il vous plaît, participez, mettez vos questions. C'est ça. Merci. Merci, Lise. Donc, ce que je vais tenter de faire aujourd'hui, je vais m'efforcer à garder la présentation très brève et je vais faire un survol du mandat de l'ordre ainsi que passer à travers le processus d'inscription, ainsi vous donner la possibilité de poser vos questions à la fin. Donc, je vais m'efforcer de vous donner une dizaine de minutes à la fin de la présentation pour qu'on puisse enchaîner avec une session de questions-réponses. Et s'il vous plaît, sentez-vous à l'aise de poser vos questions. Je suis là vraiment pour répondre du mieux que je peux. Donc, je vais partager mon écran pour qu'on puisse entamer la présentation. Je veux bien m'assurer que tout le monde est en mesure de voir. C'est beau, Stéphane. On peut voir l'écran. Super, merci Lise. Donc, alors comme je vous ai dit aujourd'hui, je vais vous parler un peu du mandat de l'ordre et du processus d'inscription. Donc, on entame un peu le mandat de l'ordre, mais même avant cela, c'est un peu de démystifier pour vous les divers organismes qu'on trouve en éducation en Ontario. Donc, en Ontario, je trouve que c'est quand même assez unique en tant que province, la façon que le domaine d'éducation est géré. Il y a plusieurs organismes et ce ne sont pas seulement les parents, mais aussi ceux qui œuvrent dans le domaine d'éducation. Parfois, ont de la difficulté à déterminer le mandat de chaque organisme, qui est responsable pour quoi. Donc, je vous attire l'attention à notre dépliant qui fait quoi en éducation. C'est un dépliant que vous pouvez trouver sur notre site web aussi. Je vais naviguer vers le site un peu plus tard pour vous montrer quelques ressources. Donc, vraiment, je vais parler des grands organismes en éducation juste pour vous donner une meilleure idée du mandat de chaque organisme. Donc, on commence avec le ministère d'éducation, vraiment parce que c'est ce que j'appelle le grand boss, le grand chef en éducation. Malgré qu'on ait plusieurs organismes œuvrant en éducation, on est tous régis par la loi en éducation qui est vraiment gérée par le ministère d'éducation. Et c'est le ministère qui est responsable pour superviser le système d'éducation tel quel en Ontario. Donc, c'est vraiment eux qui seraient responsables aussi d'élaborer toute politique en éducation ou toute politique concernant le curriculum. Quand on parle de l'organisation des écoles et des conseils scolaires, c'est aussi la responsabilité du ministère d'éducation ainsi que la distribution des fonds. Donc, les conseils scolaires reçoivent leur budget du ministère d'éducation. Alors, ce qui découle du ministère, on a les conseils scolaires et voilà les grands embaucheurs des enseignants certifiés ou des membres de l'ordre. Alors, les conseils scolaires, comme je vous ai dit, sont les principaux embaucheurs des membres certifiés. C'est eux qui supervisent les activités scolaires, les écoles et les programmes d'enseignement. Donc, une fois que vous êtes certifié, la majorité de nos membres cherchent à se faire embaucher par un conseil scolaire. Alors, c'est important de comprendre que les conseils scolaires, que ce soit un conseil scolaire catholique ou non catholique, les conseils scolaires publics, alors ça regroupe les conseils catholiques, non catholiques, les conseils francophones, anglophones. C'est eux qui sont responsables d'embaucher les enseignants et ils exigent que leurs enseignants soient certifiés pour occuper un poste en enseignement. Et c'est aussi eux qui sont responsables de l'évaluation du rendement de leurs enseignants.
Le prochain grand organisme en éducation serait les fédérations ou ce qu'on entend par les syndicats. Alors, les syndicats sont là pour vraiment défendre les intérêts des enseignants, dont les membres de l'ordre. Alors, quand on parle de négociation, quand on parle de griefs ou de règlements, quand on parle de conditions de travail, c'est là où rentrent les syndicats. C'est eux qui vont vraiment négocier collectivement pour les enseignants. Donc, quand on parle de salaire aussi, tout cela retombe sous le mandat des syndicats ou vous allez entendre le terme aussi fédération. Et finalement, il y a l'Ordre des enseignants et enseignantes de l'Ontario, duquel je fais partie. Donc, je suis membre de la profession aussi, non seulement que je travaille à l'Ordre. Donc, l'Ordre élabore, bien, c'est l'Ordre qui réglemente la profession enseignante. Alors, on n'est pas là pour défendre les droits de l'enseignant, mais plutôt pour faire avancer la profession enseignante. Donc, on réglemente la profession enseignante et tout ce qu'on fait, on fait vraiment dans l'intérêt du public. Donc, il y a une certaine transparence dans notre travail. Donc, lors de ces présentations, je décris toujours le travail de l'ordre ou le mandat de l'ordre sous 4 grandes responsabilités. Alors, les 4 grandes responsabilités, je les énumère. Ça serait de certifier les membres, donc certes, on offre les autorisations d'enseigner. On est responsable aussi de faire enquête pour toute plainte qui est portée contre nos membres. Alors, on parle de plainte sur faute professionnelle ou d'incompétence ou d'incapacité. On est vraiment chargé de faire enquête et de résoudre toute plainte qui est déposée contre nos membres. On est aussi responsable d'élaborer les normes d'exercice et les normes de déontologie de la profession. Et finalement, la quatrième grande responsabilité, ça serait sur le côté d'agrément. Donc, on agrée les programmes de formation et les cours de développement professionnel. Donc, on parle des qualifications de base additionnelles ou les qualifications additionnelles. Donc, ce sont les cours de perfectionnement que suivent les enseignants une fois qu'ils sont certifiés. Alors, grosso modo, voilà nos 4 grandes responsabilités. Et vraiment, pourquoi est-ce que l'ordre existe? Bon, bien, c'est parce que la profession enseignante, le ministère a déterminé que la profession en enseignement a vraiment atteint une certaine maturité pour s'auto-réglementer. Et donc, on veille à ce que la profession soit plus responsable aux yeux du public. Alors, tout ce qu'on fait, comme je vous l'ai dit, se fait avec transparence et se fait dans l'intérêt du public et vraiment pour assurer que le public ait confiance dans la profession enseignante et dans les membres qui œuvrent en éducation. Alors, je vais naviguer au site web en ce moment. Voilà le site de l'ordre et j'aimerais vous pister vers quelques outils qui vous seront très utiles si vous cherchez à déposer une inscription auprès de l'ordre ou à ouvrir une inscription auprès de l'ordre. Donc, si vous voulez devenir membre certifié, et je vais vous dire, pour pouvoir enseigner auprès d'un conseil scolaire en tant qu'enseignant. Donc, si vous voulez décrocher un poste en enseignement, peu importe quelle matière, il faut absolument être membre certifié de l'ordre. Ça fait partie de la loi. Il faut détenir la certification de l'ordre pour pouvoir décrocher un poste. Donc, lorsque un conseil scolaire, que ce soit un conseil scolaire catholique ou non catholique,
parce ils font l'ensemble des écoles publiques en Ontario. Lorsqu'un conseil cherche à vous embaucher, c'est une des choses qu'ils vont vous demander et qu'ils vont vérifier aussi, c'est que vous soyez membre certifié de l'ordre. Donc, il va falloir entamer le processus d'inscription. Alors, je vous montre certains onglets. Pour entamer le processus d'inscription, l'onglet qui vous sera d'intérêt sera l'onglet Entrer dans la profession. Alors ici, vous allez voir, il y a l'inscription. On parle d'inscription, on parle d'exigence. On a un onglet dédié aux enseignants formés à l'étranger. On a un onglet dédié aux emplois disponibles en éducation. Transition à l'enseignement, c'est un rapport qui vous est disponible et je vais vous en parler un peu plus tard. Et ici, on regroupe plusieurs ressources, des outils qui vous seront utiles. Donc, je vous montre le site en français en ce moment. Pour certains d'entre vous, j'estime que vous êtes tous francophones, mais pour certains d'entre vous, si vous êtes plus à l'aise en anglais, je vais vous montrer que vous pouvez changer le site soit en anglais en, en choisissant English ou retourner en français en choisissant français. Et tout le site est complètement bilingue. Alors, je retourne à l'inscription. Avant de passer à l'inscription, je vais vous détailler un peu les exigences. Et là, vous allez voir, il y a plusieurs onglets où on détaille les exigences les exigences à combler pour devenir enseignant certifié en Ontario. Il y a une foire aux questions aussi. Alors, si jamais à la fin de notre présentation, il y a des questions qui n'ont pas été répondues, je vous invite à revoir la foire aux questions ici. Donc, en tant qu'inscription, on s'élance dans l'onglet Je m'inscris. Il y a le guide d'inscription qui vous est disponible et je vous demande, si vous allez soumettre une inscription à l'ordre, je vous demande de télécharger et de relire l'inscription. Aujourd'hui, je vais faire un survol des exigences et non pas de l'inscription à l'ordre. Donc, je ne passerai pas à travers les étapes, mais je vais faire vraiment un survol des exigences et un survol assez bref de l'étape, l'inscription alors des documents que vous aurez à soumettre. Mais le guide détaille vraiment tous les documents que vous aurez à soumettre à l'appui de votre inscription. Alors, il est très important de télécharger et de relire le guide avant même d'entamer le processus d'inscription. Une fois que vous êtes prêt à entamer le processus, c'est à partir d'ici, vous allez postuler, vous allez voir que le formulaire d'inscription va s'ouvrir. Donc, c'est pas ce qu'on va faire en ce moment, mais je voulais juste vous montrer les pistes à suivre pour trouver le guide d'inscription et pour entamer l'inscription. La première chose, avant même d'entamer le processus, c'est plusieurs demandes avant se demandent est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il faut vraiment entamer le processus d'inscription? Est-ce que je cours des chances de répondre aux exigences? Alors, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de revoir l'information qui se trouve à l'onglet Enseignants formés à l'étranger. Alors, le premier onglet, sous cette rubrique, Puis-je enseigner en Ontario? Vous allez voir qu'il y a un test d'admissibilité. Et ce test d'admissibilité, en cliquant le suivant, c'est à partir de là que vous pourrez entamer le test. C'est un test qui va vous prendre environ 15 minutes à compléter. C'est un test gratuit. Ce sont des questions qu'on vous pose afin de déterminer si vous répondez réellement aux exigences aux exigences d'inscription. Si vous répondez, une fois que vous avez répondu aux questions, on vous retourne une évaluation. Ça se fait très rapidement. C'est une évaluation sommaire. C'est pas une évaluation qui est
rigide ou qui vraiment, c'est juste par rapport aux questions que vous avez répondues et aux réponses que vous avez soumises, ça vous donne une idée si ça vaut le coup d'entamer le processus d'inscription. Donc, allez-y, je vous encourage de compléter le test d'admissibilité et là, vous pouvez déterminer si oui ou non vous voulez entamer le processus d'inscription parce qu'il y a un coût qui est rattaché au processus d'inscription. Donc, on y va. Je vais parler des exigences maintenant que vous aurez à combler pour pouvoir devenir enseignant certifié. Donc, il y a 4 exigences. Il y a l'exigence scolaire, il y a l'exigence professionnelle, l'exigence linguistique et l'exigence d'aptitude professionnelle. Donc, il y a toute une multitude de documents que vous aurez à soumettre pour répondre à ces exigences ou pour vous démontrer que vous répondez à ces exigences d'inscription. Donc, pour l'exigence scolaire, ce que je vais faire maintenant, c'est vraiment décortiquer les 4 exigences. Pour le critère d'exigence scolaire, on parle d'un diplôme d'études postsecondaires acceptable. Et ce qu'on entend par là, c'est un diplôme universitaire d'une durée d'au moins 3 ans. Alors, c'est ce qu'on entend par type, niveau et durée. Alors, type, ça doit être un diplôme universitaire au niveau postsecondaire. Donc, il faut absolument avoir décroché, octroyé un diplôme universitaire d'une durée d'au moins de 3 ans. Que ça s'appelle un grade universitaire, que ça s'appelle une licence, peu importe le nom, il faut que ça soit au niveau universitaire et d'au moins d'une durée de 3 ans. Quand on parle de programme agréé, il faut que ça soit un programme reconnu par le ministère d'Éducation dans le pays ou le territoire où le diplôme a été octroyé ou où les études ont été effectuées. Donc, si ce n'est pas reconnu par le ministère d'Éducation, où l'établissement n'a pas l'autorité de, de délivrer des diplômes, ça ne serait pas considéré un programme agréé. Alors, voilà les 3 critères pour déterminer si le diplôme est considéré un diplôme d'études postsecondaires acceptable. Passons à l'exigence professionnelle. Alors là, vous voyez, il y a 6 critères. On parle de type et niveau, on parle de durée, mode de prestation, composition, contenu et encore une fois, programme agréé. Donc, l'exigence professionnelle se rapporte vraiment au programme de formation à l'enseignement. Encore une fois, il faut que ça soit un programme postsecondaire et non pas un programme qui aurait été suivi dans le cadre de vos études secondaires. Parce qu'on sait très bien, on le voit dans certains pays, on peut être formé en tant qu'enseignant au niveau secondaire. Donc, ce type de programme ne serait pas considéré acceptable. Il faut vraiment que le programme de formation à l'enseignement soit offert au niveau postsecondaire. Quand on parle de durée, c'est un programme qui devrait être au moins 4 semestres, devrait durer au moins 4 semestres ou 4 sessions, où on s'entend sur une durée de 2 ans ou un programme qui s'étale sur 2 ans. Quand on parle, je retourne encore à type et niveau. Je vous ai dit un programme postsecondaire, hem, donc pas nécessairement, universitaire parce que, un autre organisme de formation aussi pourrait offrir le programme, mais ça doit être un programme qui serait reconnu, par, non seulement par l'établissement, mais par le ministère d'Éducation. Donc on parle d'un programme agréé qui mène à l'obtention non seulement d'un diplôme ou d'un certificat, mais à l'autorisation d'enseigner, dans le pays où le programme aurait été suivi.
En parlant de mode de prestation, c'est vraiment un programme qui aurait été offert non pas dans le cadre du travail, sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment un programme qui aurait été offert face à face à- dans en salle de classe, dans le cadre ou au sein d'une école où vous êtes étudiant, vous suivez un programme avec un établissement scolaire en éducation. Composition se rapporte par rapport aux composantes du programme. Et là, on s'attend à voir est-ce que les composantes, qui est un stage d'au moins 80 jours, qui est des cours de didactique et des cours dans le fondement de l'éducation. Alors voilà la composition du programme et le contenu du programme. Le contenu, c'est que les cours de didactique ou la méthodologie devraient vous permettre de pouvoir enseigner à divers niveaux. En Ontario, ici, on demande à ce que vous puissiez enseigner à 2 cycles consécutifs, que ça soit le primaire et moyen, que ça soit le moyen intermédiaire ou que ça soit l'intermédiaire supérieur. Donc là, on parle de cycle, on parle des années. Donc, que ça soit de la maternelle jusqu'à la 3e année, que ça soit de la 4e année jusqu'à la 10e année, ou que ça soit de la 10e année, désolé, de la 7e année jusqu'à la 12e année. Alors, voilà les cycles. Donc, voilà les critères pour répondre à l'exigence professionnelle. Et là, très souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a certains programmes, c'est très rare que les programmes qui nous proviennent des pays, de l'étranger puissent répondre à tous ces critères. Mais si vous répondez au moins à 50% de ces critères, on est quand même en mesure de vous offrir possiblement la certification et vous demander de suivre des cours. Donc, ça serait une certification avec des conditions de suivre des cours pour combler les exigences qui manqueraient. Donc, on passe à l'exigence linguistique. Et pour l'exigence linguistique, c'est une question de déterminer ou de faire preuve de vos aptitudes linguistiques. Donc, on cherche à ce que vous puissiez vous exprimer et communiquer en français ou en anglais. Alors, il y a 4 façons que vous pouvez démontrer vos aptitudes linguistiques et ça serait soit si vous avez suivi un programme reconnu, agréé de formation à l'enseignement, soit en français ou en anglais. Vous avez aussi le choix de faire preuve de compétences linguistiques en nous faisant preuve que vous avez suivi vos études à l'élémentaire ou vos études au secondaire ainsi qu'un grade postsecondaire complètement en français ou en anglais. La 3e façon que vous pouvez répondre à l'exigence linguistique, c'est de subir un test, un examen. Alors, les examens qu'on accepte en ce moment, ça serait soit en anglais, ça serait le IELTS ou TOEFL, et il faut atteindre une note spécifique pour les diverses composantes. En français, c'est le TESCAN qu'on exige et encore une fois, il y a une note spécifique à atteindre pour les diverses composantes. Et les composantes sont l'expression orale, l'expression écrite. Bon, il y a une autre composante qui m'esquive en ce moment. Alors voilà les trois façons de faire preuve de vos compétences linguistiques. La 4e façon, c'est si vous avez déjà fait demande en matière de certification en enseignement auprès d'une autre province au Canada et que vous avez répondu à leur exigence linguistique. Donc,
de cette façon-là, vous allez répondre aussi à l'exigence linguistique ici en Ontario. Donc, si vous avez fait demande au Québec ou vous avez fait demande en Colombie-Britannique ou en Alberta et que vous avez répondu à leurs exigences linguistiques, vous êtes certifié dans cette province-là ou ce territoire. Donc, lorsque vous allez faire demande ici, vous allez répondre aussi à l'exigence linguistique. On passe à l'aptitude professionnelle. Alors, ici, c'est une question de moralité. Alors, il y a 3 choses que vous allez compléter et c'est de cette façon qu'on juge ou on détermine votre aptitude professionnelle. Donc, il y a le rapport de vérification du casier judiciaire. En anglais, your police check or your criminal record check. Alors, il va falloir, c'est un des documents que vous aurez à soumettre à l'appui de votre inscription. Il y a une déclaration personnelle que vous allez compléter aussi. Alors, lorsque vous allez soumettre votre inscription, une partie de l'inscription, c'est une déclaration où on énumère 17 questions. Et ces 17 questions détaillent vraiment votre aptitude professionnelle. Alors, on vous demande de répondre à l'affirmative ou de répondre à la négative aux questions qui font partie de cette déclaration personnelle. Et la 3e chose serait une attestation de qualification pédagogique. Alors, pour tous ceux d'entre vous qui ont obtenu l'autorisation d'enseigner ou qui ont été enseignants agréés dans votre pays d'origine, et vous avez enseigné dans votre pays d'origine, ce qu'on vous demande d'obtenir, c'est l'attestation de qualification pédagogique. C'est un document qui sera émis par le ministère d'éducation de votre pays ou le territoire, l'organisme de compétences qui réglemente la profession enseignante. Ce document va nous indiquer que votre autorisation d'enseigner dans votre pays d'origine n'a jamais été suspendu, annulé ou révoqué pour cause disciplinaire. C'est un document très important qui nous indique qu'il n'y a aucune crainte de notre côté de vous offrir la certification ou qu'il n'y a pas eu de cause disciplinaire contre vous. Donc, ce document va clairement nous indiquer votre autorisation d'enseigner n'a pas été suspendue, révoquée ou annulée lorsque vous enseignez dans votre pays d'origine ou dans n'importe quel territoire où vous avez reçu l'autorisation d'enseigner. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est juste retourner au site juste pour vous montrer quelques ressources qui vous sont disponibles lors de votre inscription à l'ordre. Je vous ai déjà pisté vers le test d'admissibilité, mais là qu'on est dans la section enseignants formés à l'étranger, là, je vous montre qu'il y a plusieurs onglets ici où on détaille les documents qui sont requis à l'appui de votre inscription à l'ordre. Sachez qu'on est là pour vous offrir de l'appui. Pour certains d'entre vous, vous sortez ou vous provenez de pays où l'administration ou la bureaucratie peut rendre ou la situation politique peut rendre très difficile l'obtention de certains documents. Ce qu'on comprend, on comprend absolument. On est là pour vous assister. Il y a des documents que vous aurez à soumettre à l'appui de votre inscription à l'ordre. Certains documents, vous pouvez soumettre vous-même. D'autres documents doivent nous provenir directement de l'établissement qui l'aurait émis. Et c'est là que ça peut causer certains ennuis parfois ou, je vais dire, des obstacles parce que considérant la situation politique de certains pays, il peut être très difficile d'obtenir les documents qu'on exige. Sachez qu'on est là pour vous appuyer aussi et sachez qu'il y a parfois d'autres façons d'obtenir les documents. Alors ici,
on vous offre plusieurs outils pour vous aider à obtenir les documents nécessaires à l'appui de votre inscription. Alors, lorsque vous allez soumettre votre inscription, vous complétez le formulaire. Une fois que vous aurez rempli les deux premières pages du formulaire d'inscription, c'est là que vous allez obtenir votre numéro d'inscription. Votre numéro d'inscription, c'est un peu votre numéro d'identification à l'ordre. C'est aussi ce qui va devenir votre numéro de membre à l'ordre une fois que vous répondez aux exigences et que vous devenez membre certifié à l'ordre. Donc, on vous demande, lorsque vous allez soumettre quoi que ce soit comme document à l'appui de votre inscription, on vous demande d'inscrire ce numéro d'inscription à tout document. Si vous allez entamer ou vous allez correspondre avec l'ordre, on vous demande aussi de toujours ajouter votre numéro d'inscription parce que ça nous permet de reprendre votre dossier et de pouvoir vous répondre, de vous donner une réponse personnalisée et non pas juste une réponse générale. Alors, une fois que vous aurez soumis votre demande et que vous aurez payé les frais, donc c'est chose à comprendre, c'est que le processus d'inscription n'est pas gratuit. Oui, il y a des frais pour pouvoir entamer le processus d'inscription. Les frais d'inscription sont bon, il y a les frais d'inscription et vous allez voir, il y a les frais d'évaluation aussi. Si je me rappelle bien, les frais d'évaluation sont de 222 $ et les frais d'inscription 140 $. Donc, en tout, vous allez payer, bon, si je fais l'addition, 362 $, si je me rappelle bien, pour qu'on puisse traiter votre inscription à l'ordre. Une fois que vous aurez soumis l'inscription ainsi que les frais, très important de faire les deux, là, on vous demande de patienter pendant 3 ou 4 semaines et ensuite retourner sur le site avec votre numéro d'inscription et le mot de passe que vous aurez créé. Et là, vous pourrez voir le statut de votre inscription. Et là, on va énumérer tous les documents que vous aurez à soumettre et d'où les documents doivent nous provenir. Alors là, vous allez voir, il y a 2 différentes sections. Il y a la section des documents que vous pouvez soumettre vous-même. Donc, vous avez la responsabilité de nous envoyer ces documents et il y a les documents qui doivent être soumis pour vous. Donc, il doit nous parvenir directement des établissements qui les ont émis. Très important de suivre les consignes qui sont indiquées sur le statut de votre demande. Ce sont les mêmes consignes que vous allez retrouver dans le guide d'inscription. C'est pour cela que je vous ai dit, il est très important de relire ce guide d'inscription avant même d'entamer le processus parce que ici, on détaille tous les documents que vous aurez à soumettre à l'appui de votre demande. Bon, je suis très consciente de l'heure. Je m'arrête ici. Et je vous donne le temps de poser les questions qui ont été posées dans le chat lors de la présentation. Et je vais me forcer à répondre à toutes les questions qui ont été posées. Et ça me donne l'opportunité aussi de prendre une gorgée d'eau. Alors, Lise, je te donne la parole. Merci. Donc, je vais juste retourner une question qui était posée dans la dernière session parce que j'ai été demandé de le répéter. Donc, moi, juste une seconde, je dois le trouver. Donc, quelqu'un veut savoir si c'est possible d'enseigner les matières économie ou gestion au niveau secondaire. Oui, alors, pour ce qui en est des matières que quelqu'un aimerait enseigner au secondaire, c'est vraiment une question des didactiques qu'on retrouve dans votre programme de formation à l'enseignement. C'est là qu'on détermine quelles sont les matières que vous serez certifié à enseigner
lorsqu'on fait l'évaluation de votre programme de formation à l'enseignement. Donc, je retourne à la question, à la source, c'était vraiment, est-ce qu'il faut être certifié pour enseigner ces matières? Absolument. Donc, si vous voulez enseigner auprès d'un conseil scolaire de la province, alors tous les conseils scolaires, que ce soit un conseil scolaire catholique ou non catholique, font partie, c'est eux qui regroupent les écoles publiques. Pour pouvoir enseigner pour une de ces écoles, il faut absolument être membre certifié. Alors, je sais que la réponse a été un peu longue, mais je voulais vraiment m'assurer de couvrir tous les critères et que la personne qui a posé la question comprenne vraiment, peu importe la matière à enseigner, il faut absolument être membre certifié, agréé de l'ordre pour pouvoir décrocher un poste auprès d'un des conseils scolaires. Merci Stéphane. Donc, une autre question, est-ce possible d'effectuer des stages chez vous dans des domaines administratifs et comment faire pour vous contacter? Ah, ça c'est une question superbe. Oui. Merci d'avoir posé la question. Alors, oui, la possibilité existe. Ce que je vais dire en ce moment, c'est que à cause de la pandémie, je sais qu'on a cessé toute possibilité de stage ou ce qu'on appelle co-op ou d'entente coopérative avec les conseils scolaires ou tout autre organisme. Donc, avant la pandémie, oui, on offrait cette possibilité et les détails étaient sur notre site. Vous n'allez plus voir ces détails sur le site tout simplement parce que on a éliminé cette possibilité. Une fois que on retourne à la norme ou à la normale, et même j'hésite de dire qu'on retourne à la normale parce que je pense que la normale ne sera plus ce qu'on entendait ou ce qu'on comprenait par la normale, mais après la pandémie, ou quand on retourne à une différente norme, où il n'y a pas autant de restrictions, il se peut que ça soit une des choses qui soit rétablie. En ce moment, ce n'est pas offert, mais je vous conseille fortement de vérifier notre site régulièrement pour ce type d'opportunités. Merci. Une autre question de la session de midi. Bonjour, après avoir eu cette certification, est-ce que c'est facile de devenir enseignant titulaire ou faut-il commencer avec des suppléances? Très bonne question. Alors, j'ai oublié de le mentionner lors de la première session. Pour être enseignant en Ontario auprès d'un des conseils publics, il faut absolument être certifié. Mais c'est non seulement pour être enseignant à temps plein, mais enseignant à temps partiel ou enseignant suppléant. Alors, pour faire de la suppléance, il faut absolument aussi être certifié. Donc, par rapport à la question, la personne qui demande est-ce qu'il faut œuvrer en tant que suppléant avant de pouvoir décrocher un poste? Oui. Il faut faire de la suppléance. Donc, je sais que les règles ont changé tout récemment. Alors, avant, on demandait qu'il fallait être sur la liste de suppléance pendant au moins 1 an avant de pouvoir décrocher un poste en permanence auprès des conseils scolaires. Mais je sais que la loi vient tout juste de changer. Alors, d'ailleurs, la loi a changé cette année. Donc, c'est un des règlements qui va changer. Je ne pense plus qu'il sera nécessaire d'œuvrer sur la liste de suppléance avant de pouvoir décrocher un poste permanent auprès d'un conseil scolaire. Mais ce que je vous conseille, les kiosques des employeurs, c'est de vérifier et
de poser les questions aussi auprès des conseils scolaires parce qu'il y en a plusieurs qui sont là, qui ont des kiosques et pourront vous détailler cette exigence. Merci, Stéphane. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Mais justement, pour juste compléter dans cette question, il y avait quelque chose sur la suppléance. C'est quoi les conditions pour devenir suppléant? Merci, Rose Cathy. Donc, pour devenir suppléant, il faut être membre de l'ordre, tout comme pour devenir enseignant, pour décrocher un poste en permanence auprès d'un conseil scolaire, il faut être certifié à l'ordre. Alors, c'est une question de revoir les demandes qui se trouvent ou les postes à combler sur les sites des divers conseils scolaires. C'est pour cela que je vous encourage fortement de visiter les kiosques. Quand on parle d'embauche, l'ordre se sépare vraiment des questions d'embauche et c'est vraiment le mandat et la responsabilité des conseils scolaires. Et c'est les conseils scolaires qui sont responsables de leur embauche, alors leurs critères d'embauche ainsi que leur processus d'embauche. Ce que vous allez remarquer peut être très différent d'un conseil scolaire à l'autre. Alors, ce que demande le TDSB, peut être Toronto District School Board, peut être très différent de ce que demande le conseil scolaire via Monde ou Mon Avenir ou le conseil scolaire catholique. Peu importe le conseil scolaire, leurs critères peuvent différer et leur période d'embauche sera différente d'un conseil à l'autre. Donc, il est très important de vous soumettre et de vous plier aux critères et aux exigences du conseil. C'est pour ça que je vous encourage fortement de visiter les kiosques parce que c'est là qu'ils vont vraiment vous expliquer, les divers conseils scolaires vont vous expliquer leur période d'embauche et comment ils procèdent à l'embauche. Alors, s'ils demandent un portfolio, ou s'ils utilisent une tierce partie pour embaucher leurs enseignants. Parce qu'il y a plusieurs conseils scolaires où l'embauche ne se fait pas de façon centrale auprès du conseil scolaire, mais ils utilisent une tierce partie. Donc, là, pour cela, il va falloir vous renseigner auprès du conseil scolaire qui vous intéresse. L'autre conseil que je vous donnerais par rapport au conseil scolaire aussi, c'est très important. Il y a 72 différents conseils scolaires à travers la province. Et d'un conseil à l'autre, vous allez remarquer leurs pratiques sont très différentes. Et si vous revoyez, c'est une question de vous familiariser, de vous sensibiliser à leur site web et leurs critères, leurs demandes, la façon qu'ils opèrent. Alors, question de décider quel conseil vous intéresse et de comprendre aussi leur période d'embauche et ce qu'ils demandent, leur processus d'embauche. Merci, Stéphane. Donc, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. D'accord. Donc, Rose Cathy, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux refaire une autre session? Non, parce que poser d'autres questions. je pense que c'est mieux on peut continuer beaucoup plus avec les questions. Parce que j'observe qu'il n'y a pas eu de nouvelles inscriptions depuis la dernière demi-heure. Il y a eu juste 2 personnes qui se sont ajoutées dans la dernière heure. Et donc, je pense qu'avec ça, c'est mieux de peut-être juste rester dans les questions-réponses que de faire une autre présentation. Et j'avais justement, peut-être je peux lancer la conversation sur le fait les écoles d'immersion et les écoles francophones. Oui. Donc, pour les personnes qui
qu'est-ce que les personnes qui veulent se lancer dans le secteur de l'enseignement doivent comprendre au niveau de la différence? OK, désolée, est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, les écoles francophones et les écoles d'immersion. Est-ce que les personnes qui parlent français, qui veulent aller dans l'enseignement, première, il y a plusieurs aspects dans ma question. Est-ce que dans les écoles d'immersion, on peut être autre chose on peut enseigner autre chose en français que le français dans les écoles d'immersion? Première question. Et puis, c'est vraiment quoi la différence entre les écoles d'immersion et les écoles francophones? Très, très, très bonne question. Bon, je vais tenter de répondre aux deux volets sans trop causer de confusion parce que c'est une question qui pose beaucoup de confusion à tous et non seulement les enseignants formés à l'étranger, mais même ceux qui ont été formés ici en Ontario ont de la difficulté à comprendre quelle est la grande différence. Alors, on a nos conseils francophones où l'enseignement se fait complètement en français. Donc, pour pouvoir enseigner dans une école francophone, il faut absolument décrocher la certification en français et démontrer les aptitudes linguistiques en français. Donc, c'est une question de faire preuve que vos aptitudes linguistiques sont en français. Donc, si je retourne à l'exigence linguistique, c'est soit que la formation aurait été complétée en français, la formation à l'enseignement aurait été complétée complètement en français ou que la personne a subi le test d'aptitude linguistique, test CAN, donc le test en français, et démontre ses aptitudes pour enseigner en français. Donc, là, ça prend vraiment des qualifications de formation à l'enseignement en français pour pouvoir être embauché par un conseil francophone. Là, quand on parle de questions d'enseignement d'immersion, c'est vraiment, vous allez vous tourner vers les conseils anglophones qui offrent des programmes d'immersion. Donc, les conseils anglophones, pour pouvoir enseigner dans un conseil anglophone, il faut avoir des qualifications pour enseigner en anglais. Ce qui veut dire que votre formation est reconnue en tant que, et vos compétences linguistiques sont reconnues en tant que des compétences linguistiques anglophones. Là, pour enseigner l'immersion, vous devez détenir la qualification pour enseigner la matière français langue seconde. Donc, c'est très spécifique. Et je vais m'utiliser comme exemple. Je suis enseignante. J'ai complété ma formation en français, ce qui me donne la possibilité de pouvoir enseigner avec les écoles francophones tout simplement. Si je me retourne vers une école anglophone, je n'ai pas les qualifications pour enseigner en anglais, donc on m'exigerait une qualification additionnelle pour pouvoir enseigner ou pouvoir me faire embaucher par un conseil scolaire anglophone. Par contre, si je me retourne vers un conseil anglophone pour enseigner dans les programmes d'immersion, on va me dire, bon, bien oui, vous avez les qualifications pour pouvoir enseigner en français auprès des écoles, les écoles francophones. Donc, oui, vous pouvez enseigner dans le programme d'immersion, mais ça va toujours me prendre la qualification français langue seconde. Parce qu'en ce moment, je ne détiens pas cette qualification. Alors, on va m'exiger de suivre la qualification, l'enseignement, le français langue seconde pour pouvoir enseigner dans les programmes d'immersion auprès des écoles anglophones. Donc, j'espère que ça démystifie un peu la différence entre qualifications anglophones en anglais ou les qualifications en français pour pouvoir postuler auprès des conseils anglophones ou francophones. Merci Stéphane.
Il y a une autre question qui t'est arrivée pendant que tu répondais à celui-là. Est-ce que l'enseignement dans le domaine des finances est très à la demande? Comment faire pour y accéder et commencer? Eh bien, bon, je vais dire, je suis désolée, je pourrais pas vraiment vous répondre à cette question. Je pense que les personnes mieux placées à vous répondre là-dessus, ça serait vraiment les conseils scolaires. C'est là qu'eux seraient mieux placés pour vous dire quelle matière, pour quelle matière ils ont de la difficulté lors de leur recrutement ou ils remarquent une pénurie d'enseignants. Donc, oui, malheureusement, Abiba, je suis désolée, je peux vraiment pas vous dire pour le domaine des finances. Mais vous avez posé quand même une question très intéressante et ce que je vais faire, c'est vous montrer je vais vous montrer le rapport Transition à l'enseignement. Et c'est un sondage et c'est un rapport qu'on complète à chaque année où on décrit vraiment où on retrouve les pénuries, la pénurie d'enseignants. Alors, dans la section ressources, comment est-ce que je me suis retrouvée dans cette section, entrer dans la profession et aller dans la section ressources. Et vous allez trouver le document Transition à l'enseignement. Ce rapport est publié à chaque année et c'est là où on indique des statistiques quand même assez intéressantes où on démontre s'il y a une pénurie d'enseignants dans certaines matières. Et on indique aussi le taux de chômage des enseignants sur le côté anglophone, francophone. On indique aussi les qualifications additionnelles qui sont recherchées par les conseils scolaires et les qualifications additionnelles les plus populaires ou les plus recherchées par nos enseignants. Alors, je pense que vous allez trouver des données très intéressantes ici. Ça ne va pas vous donner la réponse par rapport à la question que vous avez posée, mais ça va vous pister un peu mieux par rapport aux matières qui sont recherchées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, peut-être il faut juste leur rappeler les coordonnées s'ils ont des. Ben, je pense que c'est ce que tu viens d'expliquer, le site internet. Je vois. Pardon, je vois une question qui est. Oui, je te laisse, Lise. Est-ce que le travail dans l'administratif exige également une certification? Oui, bon, je ne l'ai pas mentionné lors de la présentation. Vous allez remarquer que les conseils scolaires offrent plusieurs postes, non seulement les postes uniquement en enseignement, mais ils ont plusieurs postes à combler. Ce ne sont pas tous les postes qui exigent la certification ou qui vous exigent d'être membre de l'ordre. Donc, non, je vais vous dire qu'il y a certains postes où il n'est pas nécessaire de devenir membre de l'ordre et ça dépend vraiment du poste et c'est une question de vous renseigner, vous informer auprès des conseils scolaires et de faire aussi quelques recherches pour déterminer quel poste vraiment exige la certification. Malgré que certains postes n'exigent pas la certification, vous allez remarquer que certains postes exigent quand même une expérience en enseignement. Donc, parfois, peu importe, il est important de décrocher la certification parce que ça vous permet d'obtenir l'expérience en enseignement. Et je vous dis cela, j'aimerais aussi souligner que c'est pas seulement l'expérience en enseignement
en Ontario qui compte ou au Canada qui compte. Votre expérience dans votre pays d'origine compte aussi. Quand on parle de votre inscription à l'ordre, votre expérience en enseignement n'est pas nécessaire. C'est plutôt votre formation qu'on va revoir et qu'on va évaluer. Mais quand on parle d'embauche auprès des conseils scolaires, qui est l'étape après avoir obtenu la certification, c'est lors que votre expérience en enseignement, peu importe d'où vous détenez cette expérience, c'est là que c'est très utile lorsque vous allez postuler pour les postes. OK, ben je pense que Lise a mis les coordonnées pour toutes les personnes qui nous regardent. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à rejoindre leur organisation, n'hésitez pas à appeler à l'ordre et de faire des suivis. N'hésitez pas aussi d'appeler les conseils scolaires qui vous intéressent et de faire des suivis. Moi, je pense que je vais te remercier beaucoup, Stéphane. C'était vraiment extra super. La présentation, toutes les questions et puis ta disponibilité aujourd'hui de venir partager cette information. C'est vraiment ce qu'on veut dans ces événements, dans ces sessions, pour que les gens puissent avoir l'information au détail et qu'ils puissent être armés pour pouvoir prendre des bonnes décisions par rapport à leur carrière et par rapport à leur profession. Merci beaucoup, Lise, aussi d'avoir animé le chat et puis d'avoir pris les questions des gens, donné l'information. Ça a rendu vraiment la présentation très, très riche et permettre aux gens de pouvoir avoir les questions. J'espère que les gens ont posé toutes les questions qu'ils avaient. Si c'est que vous n'avez pas osé, par timidité ou autre chose, n'hésitez pas à les contacter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse prendre cette dernière question qui vient de rentrer. Merci. J'aime ça. Ouais, ça me fait plaisir. Donc, pas trop du tout. Moi, et je sais, Rose Cassé, vous l'avez dit, et j'insiste aussi, j'exige que vous posez vos questions en ce moment, parce que c'est pas souvent que vous avez l'opportunité d'avoir quelqu'un qui serait en mesure de répondre aux questions, et ça me fait plaisir de répondre. Il y a, comme Rose Cassé l'a dit auparavant, il n'y a aucune question bête. Vraiment, toutes les questions sont importantes et pensez-y bien. Si vous avez la question, il risque qu'il y ait quelqu'un d'autre aussi qui est là, qui a la même question. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Oui, certainement. Donc, la question qui vient juste d'être posée, pour l'expérience à l'extérieur du Canada, il faut un document du ministère. Faut-il qu'il soit envoyé directement du ministère ou on peut l'envoyer nous-mêmes? Alors, la question, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment qui cherche ce document. Quand on parle d'expérience à l'extérieur du Canada, est-ce qu'on parle d'expérience en enseignement? Et si c'est plutôt par rapport à l'inscription à l'ordre, ou est-ce qu'on parle d'expérience en enseignement pour faire preuve au conseil scolaire, question de reconnaissance des acquis et reconnaissance de son expérience pour la grille salariale. Donc, je veux vraiment faire le point sur les deux parce que les exigences sont différentes dépendamment de la raison pour laquelle vous soumettez le document. Donc, ce que je vais faire, je vais décrire les deux. Que si c'est par rapport au conseil scolaire, si c'est pour faire preuve de votre expérience en enseignement et on parle d'une question de grille salariale, là, le conseil scolaire sera mieux placé pour vous dire exactement comment
obtenir la documentation et comment soumettre la documentation. Quand on parle de l'inscription à l'ordre, là, on parle de l'attestation de qualification pédagogique et cette documentation-là doit nous parvenir directement du territoire de compétences et ou du ministère d'éducation ou de l'organisme qui réglemente la profession enseignante dans le pays d'origine. Nawal, j'espère que ça répond à la question. Merci Stéphane. Une autre question, la durée du procédure de certification. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? OK. Pour ce qui en est de votre demande d'inscription à l'ordre, bon, vous avez vraiment le contrôle jusqu'à un certain point de la durée de votre demande. Donc, ça se fait en deux parties. Vous allez entamer le processus d'inscription et, comme je vous ai dit au début, vous allez attendre 3 à 4 semaines avant de pouvoir retourner sur le site et voir le statut de votre demande. C'est à partir de ce temps-là que débute vraiment le temps d'inscription, ou découle le temps d'inscription. Et lorsque vous verrez le statut de votre demande, vous allez voir le statut, les documents, la liste de documents que vous avez à soumettre. Ce temps-là que ça prend, c'est sous votre contrôle, puisque c'est à vous de soumettre les documents à l'appui de votre demande. Alors, il faut absolument soumettre tous les documents que vous allez voir énumérés dans la liste avant qu'on entame l'évaluation de votre dossier. Alors, la première partie pas de l'évaluation, mais la première partie de votre inscription, c'est vraiment le recueil. Il faut rassembler tous les documents et soumettre à l'ordre. Une fois que vous aurez soumis tous les documents et que vous allez voir que la liste est indiquée en tant que complète, c'est lors que votre dossier passera à notre département d'évaluation pour qu'on puisse entamer l'évaluation de votre dossier et de vos documents. Donc, au fur et à mesure que vous soumettez les documents, il n'y a aucune évaluation qui se fait. Alors, ce que je vais faire, je vais un peu utiliser le phénomène de faire le marché. Alors, on rentre au supermarché, que ça soit le IGA, que ça soit le Loblaws, que ça soit le No Frills ou Food Basics, et on commence à magasiner. Alors, on commence à rassembler tous les aliments qu'on veut acheter. Une fois qu'on a rempli notre panier avec tous les aliments qu'on veut acheter sur notre liste, c'est là qu'on se rend faire la queue leu à la caisse pour payer pour nos aliments et pour quitter le magasin. Bon, c'est un peu la même chose avec votre inscription à l'ordre. Tant que vous n'avez pas recueilli et soumis tous les documents nécessaires, il n'y a aucune évaluation qui est faite. Donc, on recueille tous les documents, on rassemble tous les documents, vous allez soumettre à l'ordre. Une fois que tous les documents ont été reçus, là, votre dossier passe à l'étape de l'évaluation. Et une fois que votre dossier passe à l'étape de l'évaluation, c'est là qu'on demande environ 120 jours pour effectuer l'évaluation de votre dossier. Donc, c'est une longue façon de vous expliquer que le processus d'inscription, en partie, vous avez le contrôle au début. Donc, dépendamment de avec quelle rapidité vous soumettez votre document, détermine la rapidité avec laquelle votre dossier passera au service d'évaluation. Et arrivé au service d'évaluation, quand je vous dis qu'on vous demande 120 jours, c'est l'équivalent de 4 mois. C'est pas que ça nous prend 4 mois à effectuer l'évaluation de votre dossier, mais c'est plutôt que vous faites la queue leu
avec tous les autres dossiers qui ont été soumis avant le vôtre. Donc, s'il y a d'autres dossiers avant le vôtre qui ont été soumis au service d'évaluation, tous ces dossiers-là doivent passer avant le vôtre. Alors, on demande 120 jours. Et si on n'arrive pas à vous soumettre une évaluation, à vous rendre une évaluation en 120 jours, on communique avec vous aussi pour vous laisser savoir où on est rendu et vous donner le statut, juste vous donner un compte rendu et vous donner une indication de quand on sera en mesure de vous rendre une réponse. Alors, Radouane, je sais que ça a été un peu long ma réponse, mais j'espère que ça explique assez clairement le processus d'inscription. En général, je vais vous expliquer que la majorité des postulants, ça leur prend au moins 2 ans durant le processus d'inscription, tout simplement parce que ça prend du temps à obtenir et à soumettre tous les documents à l'appui de l'inscription. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que non. Oh. Bon, je vois que Nawal et Radouane, vos questions, malgré que mes réponses ont été longues, vous avez compris. Alors, superbe. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui a demandé mon adresse courriel. Et je vais dire, c'est pas que je refuse ou que je me cache avec l'adresse courriel, c'est plutôt parce que je suis occupée avec le rôle que j'occupe, je suis occupée à faire plusieurs différentes choses et donner plusieurs présentations. Donc, je suis pas la meilleure personne à répondre à vos questions. Ça serait vraiment le service à la clientèle qui sont là vraiment pour ça et qui ont accès à votre dossier aussi. Alors, c'est pour ça qu'on vous retourne vers eux pour répondre aux questions. Que ça soit par téléphone ou que ça soit par courriel, le info@oeo.ca, assurez-vous de toujours rajouter votre numéro d'inscription pour qu'on puisse vous retourner une réponse personnalisée. Et je pense qu'il faut rappeler juste à tout le monde qu'on cette année, on est dans des périodes d'incertitude, des périodes où tout a été, les processus ont été complètement renversés. Donc, il faut juste être patient. Il faut être patient quand vous vous adressez aux institutions, aux organisations. Beaucoup d'institutions, les gens travaillent de la maison, ce qui fait que le temps de réponse n'est pas ce qui est souvent un temps normal, parce que j'ai vu un commentaire que la dernière fois que quelqu'un a essayé, il a dû attendre 45 minutes. Ben c'est juste que aujourd'hui, dans beaucoup de bureaux, quand vous téléphonez, il faut que le système transfère et transfère le temps de faire les connexions. Il faudra juste être patient quand vous contactez un bureau, n'importe lequel, et que la réponse n'arrive pas immédiatement. C'est pas parce que ils ont une lenteur dans la réponse, mais c'est juste qu'on n'est pas en train de vivre des temps normaux. Tout à fait. Merci d'avoir souligné ce point, Rose Cathy, parce que c'est vrai, tout à fait. Et les problèmes techniques, je vais vous dire, il y en manque pas lors de non seulement les présentations virtuelles, mais avec cette question de télétravail. Il y a beaucoup de problèmes techniques parfois qui fait que ça augmente, ça rajoute à la lenteur et au délai de réponse. Mais on vous demande d'être patient et on vous remercie de votre patience aussi. Ben, comme je disais tout à l'heure, ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Remercier aussi le public, tous les participants qui ont là. J'ai vu 83 participants, ce qui n'est pas mal. Très bien. Oui, au total. Alors, de toutes les personnes qui ont bloqué le temps pour venir écouter, toutes les personnes qui ont posé des questions. Et puis, maintenant, vous avez les coordonnées, vous avez le contact, vous avez les détails, vous avez les sites Internet. Donc, il ne faut pas hésiter à continuer à
à regarder. Oui, ça va être rediffusé soit sur notre compte YouTube ou sur notre compte Facebook. D'ailleurs, j'encourage tout le monde, tous les participants, il faut nous suivre sur notre page Facebook à ConnectTube Canada. C'est comme ça que vous pouvez vous connecter à toutes les autres activités qu'on organise, que ce soit en matière en promotion de carrière, en entrepreneuriat, emploi, bénévolat et toutes sortes de choses. On avait une superbe conférence, un sommet sur l'embauche francophone la semaine dernière qui avait plus de 200 personnes avec beaucoup de présentations et beaucoup d'informations à partager. Alors, continuez de nous suivre sur notre page Facebook. C'est vraiment que ce soit Ayette ou Radouane qui pose les questions. Notre page Facebook, ConnectTube Canada, c'est la bonne place. C'est la bonne place par où commencer. Ça vous donne les liens. Et généralement, avec la plateforme qu'on utilise aujourd'hui, ça prend souvent 24 à 48 heures pour que la présentation soit disponible. Et puis, comme ça, on va pouvoir la prendre et puis pouvoir distribuer sans problème. Merci infiniment, Stéphane. Merci beaucoup, Lise. Et puis, merci pour votre disponibilité aujourd'hui. Et merci pour toute l'information que vous avez distribuée. Et puis, je vous souhaite beaucoup de succès dans ce que vous faites et surtout, continuez à vous protéger. Stay safe. Bien, c'est moi qui vous remercie, Rose Cathy. Ça m'a fait plaisir énormément. Et le travail que vous faites, je vous félicite. C'est vraiment, je trouve, c'est très important. Et il y a tellement de questions et je sais très, très bien, c'est très difficile parfois de naviguer le tout et la bureaucratie au Canada. Alors, le travail que vous faites, je vous félicite parce que vous vous regroupez vraiment ce qui est important aux nouveaux arrivés. Alors, ça m'a fait plaisir et je me porte disponible si jamais il y a des questions encore ou à participer à une telle initiative. Alors, un grand merci et encore à vous aussi, je vous souhaite de même. Stay safe. Ces temps-ci, c'est ce qu'on dit. Restez sain and safe. Oui, c'est ça. Merci beaucoup à tout le monde. On a encore à peu près 20 minutes. Donc, au niveau du stage, c'est fini. Mais les kiosques restent ouverts. Je vous invite vraiment à aller dans les kiosques et puis voir les employeurs, parler aux employeurs, interagir avec eux, poser des questions. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur la base de ce que vous venez d'apprendre, ça vous permet de poser encore de meilleures questions quand vous êtes dans les kiosques avec les employeurs. Alors, je vous invite à tous y aller pour aller interagir avec les employeurs qui sont encore là jusqu'à 3 heures. À bientôt et puis protégez-vous. Oui, courage à tous. Merci tout le monde. Bonne journée. Bye.